Bien, eh bien, chers amis, nous allons reprendre nos travaux pour cette deuxième partie de notre conférence. Et je remercie tout particulièrement le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, de nous faire l'amitié d'être avec nous aujourd'hui et de nous parler de tous les sujets vus de la position éminente qu'il occupe. Le ministre des Finances était là ce matin, il a dit un certain nombre de choses importantes. Le commissaire vice-président de la Commission aussi, et avec lui, nous allons donc avoir un tour complet de la vision des grands régulateurs français et européens. François, the floor is yours. Bonjour à vous tous et merci de m'accueillir. Merci en particulier, cher Bernard, cher président. Donc j'ai la mission délicate de parler en début d'après-midi. On sait que dans les colloques, c'est toujours le moment d'attention maximale. Mais je suis très heureux d'être avec vous pour cette 8e conférence internationale de l'assurance. Et je tiens à saluer le fait que c'est la première sous l'égide de la nouvelle Fédération française de l'assurance. Il se trouve qu'aussi pour moi, même si je vous ai souvent rencontré depuis un an, c'est ma première participation également. D'ailleurs, pas tellement en tant que gouverneur de la Banque de France, mais en tant que président de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Soyez sûr qu'à ce titre de président de l'ACPR, le secteur de l'assurance est pour moi, pour nous, avec Bernard Delas, vice-président de l'ACPR, Sandrine Lemery, secrétaire générale adjointe, qui sont là aussi, le secteur de l'assurance est aussi cher et aussi important que celui des banques. Cela allait sans le dire, mais cela va peut-être encore mieux en le disant. Avec 826 organismes recensés en France en 2015, le contrôle du secteur de l'assurance représente en effet une part très importante de notre mission de stabilité financière, aux côtés des deux autres missions qui m'occupent cette fois comme gouverneur de la Banque de France, la stratégie monétaire et le service à l'économie. Et en tant que superviseur, nous sommes évidemment mobilisés au quotidien par le thème de votre journée, l'assurance de demain. À vrai dire, la rapidité des évolutions en fait déjà largement l'assurance d'aujourd'hui. Alors, je pourrais parler du digital, dont vous avez longuement parlé ce matin. Je pourrais parler du changement climatique, où vous avez un rôle important à jouer avec nous. Mais parmi ces multiples changements technologiques, environnementaux, macroéconomiques ou encore réglementaires, je vais aborder plus particulièrement deux enjeux. L'environnement de taux d'intérêt bas persistant, parce que j'imagine que c'est un des sujets où je suis attendu, et l'évolution profonde du cadre réglementaire avec l'entrée en application de Solva II. Alors, commençons par l'enjeu des taux bas. Sur ce sujet, si vous voulez bien, il est important de ne pas perdre de vue la perspective globale avec deux considérations. D'abord, les taux bas ne tiennent pas seulement à la politique monétaire, ils tiennent aussi à l'excédent global d'épargne. Et donc, il y a une réalité économique mondiale derrière ces taux bas. Et deuxième considération, l'environnement actuel de taux d'intérêt bas n'a pas que des effets négatifs. Il produit aussi des bénéfices qui ne doivent pas être sous-estimés. Soyons clairs, si la BCE n'avait pas agi en faisant baisser les taux d'intérêt, il y aurait aujourd'hui moins d'inflation avec le risque mortel de la déflation. C'est ce qui a fait la grande différence entre les années 2010 et les années 30. Et il y aurait aujourd'hui moins de croissance en France comme en Europe. Ceci pénaliserait les assureurs comme les banquiers. En outre, les taux bas se traduisent aussi par des effets positifs directs sur le bilan des assureurs. Les plus-values latentes sur les titres achetés par le passé ont fortement augmenté. Elles représentent sur l'ensemble des organismes, y compris mutuelles et IRP, au total 271 milliards d'euros en 2015. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les considérations sur les taux bas ne s'arrêtent pas là. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier cette perspective globale. Bien sûr, le fait que cet environnement de taux bas soit persistant nécessite néanmoins une vigilance des autorités de régulation et une adaptation du secteur de l'assurance.
C'est particulièrement le cas, nous le savons, dans le domaine de l'assurance vie, le placement phare en France, avec un encours moyen par habitant de plus de 24 000 euros. Le contexte de Toba exerce une pression sur la rentabilité des organismes. Il conduit à une situation, vous le vivez, où les rendements des titres entrant en portefeuille sont inférieurs aux taux servis sur les polices d'assurance. Pour y faire face, les organismes d'assurance, vous, se sont d'ores et déjà engagés dans la baisse des taux servis aux assurés, puisque, après d'autres années de baisse, ils ont été réduits en moyenne de 25 points de base en 2015. Cependant, cette baisse reste encore insuffisante, au regard notamment de la baisse du rendement des OAT 10 ans, moins 80 points de base sur la même période 2015. J'appelle donc de nouveau les organismes à faire preuve de modération et de réalisme dans la fixation des taux de rendement de leurs contrats d'assurance vie en euros servis au titre de l'année 2016. Au-delà, l'environnement de Toba pose une question encore davantage de fond sur la diversification des produits d'épargne. L'année 2015 et la période récente a été marquée par une réorientation des assurés vers les produits en unités de compte. Leur collecte nette a presque doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 11,4 milliards d'euros, alors que symétriquement elle a diminué de près de 25% sur les supports en euros à 10,5 milliards, et donc avec une collecte nette qui se fait aujourd'hui majoritairement en unités de compte. Mais les contrats en unité de compte ne sont sans doute pas la seule réponse à apporter. D'autant que leur essor ne va pas, je le souligne, sans une grande exigence de qualité de l'information financière, afin que les assurés soient pleinement conscients des risques associés. Nous devons donc collectivement, me semble-t-il, et quand je dis collectivement, c'est pouvoirs publics et professionnels, poursuivre notre réflexion en matière de réorientation de l'épargne des Français. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'en faire un enjeu du débat électoral des prochains mois. Je ne sais pas si c'est une période propice à une réflexion à froid, mais notre réponse collective, prospective, peut viser une triple compatibilité. Compatibilité avec l'environnement de Toba, bien sûr. Compatibilité avec une meilleure allocation des ressources d'épargne vers le financement de l'investissement productif et donc vers les fonds propres des entreprises. Compatibilité, enfin, avec les attentes des épargnants. Compte tenu de l'allongement de leur durée de vie et de la volonté de préparer leur retraite, les épargnants, en effet, adoptent de plus en plus un horizon de long terme. Ils sont davantage attachés à la sécurité de leur placement plutôt qu'à leur liquidité. Et selon la voie ouverte par Eurocroissance, vous l'avez portée, mais il faut aller au-delà, il y a donc un sens à proposer aux épargnants, à titre complémentaire, de nouveaux produits d'épargne. De nouveaux produits d'épargne qui soient probablement moins liquides, mais assortis d'une protection du capital sur le long terme et pouvant bénéficier du meilleur rendement des actions sur la durée. Et il faut, à tout le moins, éviter les distorsions fiscales au détriment de ces produits par rapport à l'épargne liquide et sans risque. Dans cet environnement de Toba, l'ACPR veille à ce que les organismes d'assurance restent vigilants face aux risques d'évolution défavorable. C'est pourquoi, dans le cadre de l'exercice 2015 de préparation à l'évaluation interne des risques, cet exercice s'appelle ORSA, nous avons demandé aux assureurs d'analyser de façon approfondie l'impact de scénarios d'environnement de Toba prolongés. Impact sur leur solvabilité, l'équilibre de leur situation financière et le respect de leurs engagements. De plus, l'EIOPA, dont je salue le président, présent ici, cher Gabriel Bernardino,
l'EIOPA mène cette année un stress test à l'échelle européenne. Pour la France, le périmètre de ce stress test est particulièrement large. La CPR l'a étendu pour qu'il couvre 90% du marché contre 75% minimum attendu par l'EIOPA. Sur les suites de ces stress tests et de cet exercice ORSA, les stress tests assurantiels, contrairement aux stress tests bancaires, ne sont pas fail or pass. Ils ne donneront donc pas lieu à des exigences de capital supplémentaires systématiques. Mais ces résultats, qui seront publiés d'ici mi-décembre globalement, détermineront avec précision l'exposition du marché assurantiel aux risques liés à l'environnement de taux bas. L'exercice ORSA et les stress tests en cours permettent à la CPR de cibler les éventuelles vulnérabilités et nous entendons bien, en conséquence, discuter avec les établissements qui seraient concernés les mesures à mettre en œuvre pour réduire ces vulnérabilités. Enfin, et ce sera ma dernière remarque sur l'environnement actuel, avant de parler de Solva II, il y a la proposition, dans le cadre du projet de loi dit Sapin II, d'étendre les pouvoirs de l'autorité macro-prudentielle française, le HCSF, au secteur de l'assurance. La polémique sur ce sujet est inutile et même contre-productive pour la protection des assurés. Je sais d'ailleurs que je prêche des convaincus, la plupart d'entre vous n'y ont pas participé. Je le dis avec fermeté, il n'y a, à travers cette disposition, aucune menace sur l'épargne des Français. Il n'y a aucune remise en cause des contrats des assurés. Bien au contraire, bien au contraire. Notre responsabilité, après la crise que nous avons traversée, est de protéger au mieux les droits des assurés, de tous les assurés. L'unique objectif de cette mesure est de pouvoir protéger l'épargne des Français en cas de circonstances graves et exceptionnelles menaçant la stabilité financière. Et si jamais cela devait s'avérer nécessaire, nous saurions en faire bon usage dans l'intérêt de tous. J'en viens au deuxième grand enjeu que j'ai annoncé pour le secteur de l'assurance, la profonde évolution du cadre réglementaire. Vous en avez parlé ce matin, notamment avec le ministre et le commissaire Dombrovskis. Il s'agit bien sûr de la directive Solva II, entrée en application dans l'Union européenne au 1er janvier de cette année, après 10 années de négociations difficiles. Malgré ce que disent certains critiques, je veux redire que cette refonte du cadre de régulation était nécessaire. Le cadre antérieur, je crois que nous en sommes collectivement convaincus, il datait des années 70 et n'était plus adapté. Il ne prenait pas en compte la vraie nature des risques. Les exigences en capital, par exemple, étaient indépendantes de l'allocation d'actifs. Désormais, le nouveau cadre de supervision inclut des exigences de gouvernance, de coopération entre superviseurs européens d'un même groupe, de reporting et de transparence vis-à-vis du marché. Et les principes mêmes de solvabilité 2, certes sans être parfaits, j'y reviendrai, sont un net progrès. Liberté d'investissement, en contrepartie du respect du principe dit de la personne prudente, évaluation conjointe des actifs et des passifs d'assurance, prise en compte des branches longues pour atténuer les effets de la volatilité des marchés financiers sur les fonds propres. Cela étant, il y a aujourd'hui, nous en serons d'accord aussi, des évolutions souhaitables. Une phase de revue de la formule standard et du paquet branches longues est prévue au niveau européen à l'horizon 2018-2020. Ce rendez-vous est une opportunité pour des améliorations et je voudrais vous dire quelles sont, à nos yeux, les 3 directions prioritaires d'amélioration possibles. Première direction, la simplification du cadre réglementaire. La complexité de la formule standard n'est en effet souhaitable ni pour l'industrie, qui doit produire ses nouveaux calculs, ni pour les superviseurs, ni pour les marchés financiers. Deuxième direction, il faut permettre aux assureurs de rester un vrai levier du financement de l'économie. Et là, je crois que le ministre en a parlé ce matin, nous nous retrouverons tous. Le secteur de l'assurance est le principal investisseur institutionnel de l'Union européenne.
avec près de 9 800 milliards d'euros investis à l'échelle européenne en 2015 dans l'économie. De ce sujet, vous m'avez souvent parlé, et il est maintenant bien identifié au niveau européen. Des améliorations sont déjà envisagées en amont de la phase de revue dans 2 domaines. Les entreprises d'infrastructure, d'une part, l'EIOPA cher Gabriel a proposé une révision, et les produits de titrisation de bonne qualité, d'autre part. Plus globalement, il est indispensable de s'interroger sur d'éventuels effets dissuasifs de solvabilité 2 sur les investissements plus à risque nécessaires au bon fonctionnement de notre économie. Je veux parler bien sûr des actions, cotées ou non, mais aussi des prêts aux PME et ETI et des actifs verts ou des investissements dans les entreprises innovantes. Troisième direction, nous savons que Solvabilité 2 est plus volatile que le régime précédent. Sur ce sujet, des progrès ont été faits au fil de la négociation, j'ai parlé des branches longues, et des mesures ont déjà été intégrées afin de limiter les effets procycliques d'un bilan basé sur la valeur de marché. Je pense notamment à l'ajustement égalisateur, au correctif pour la volatilité et à l'ajustement symétrique pour le risque action. Ils viennent compléter un jeu de mesures transitoires qui permet une entrée en vigueur progressive du nouveau régime. Il conviendra, ces prochaines années, de juger de l'efficacité de ces mesures et, en cas d'insuffisance, de proposer d'éventuels amendements sur ce sujet de la volatilité. Voilà ce que, de façon ramassée, je voulais dire à propos de Solvabilité 2. Je vous sais mobilisé sur tous les autres défis dont vous parlez à l'occasion de cette journée, et en première ligne, le digital. Il y a beaucoup d'interrogations pour demain, mais il me semble qu'il y a pour l'avenir un repère sûr. Dans un monde d'incertitude, et donc un monde de volatilité, le métier de l'assurance, votre métier, restera au cœur de 2 enjeux clés. La protection contre les risques, et ceci ne diminue pas, certes, et le souci du long terme. L'assurance est une force de la France et de son économie. Dans les évolutions à venir, soyez assurés que l'ACPR, dans sa collectivité, restera pleinement mobilisée pour vous accompagner au quotidien. Merci de votre attention.